Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Salut Yacine et bienvenue dans le podcast Le Switch. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je suis super contente de te voir. Comment tu vas? Comme un bon lundi matin. Non, ça va très bien, merci pour l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Yacine, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, qui suis-je? Un jeune homme de 30 ans, franco-marocain, grandi en France, mes 2 parents marocains. Je suis parti à 18 ans à l'étranger, j'ai fait 4 ans au Canada, 1 an en Chine. Enfin, je fais 3 ans au Canada, 1 an en Chine, puis re 1 an au Canada. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai fait des études donc de finance, mais ça m'a pas plu et les stages m'ont bien permis d'aiguiller mes choix professionnels, pour aller dans l'investissement, donc un peu financier dans les startups, puis ensuite les startups, puis ensuite j'ai eu un podcast pendant que j'étais dans ces fonds d'investissement et podcast dans la tête d'un CEO et ça fait 2 ans que je suis full time dessus, que j'arrive, à en vivre, on va dire, ça fait 1 an. Et là, plein de nouveaux projets, en espérant que le podcast soit juste une petite porte qui s'ouvre, tu vois? Mais que ça soit plus le comment dire? Ouais, juste une étape, quoi. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert et j'ai trouvé que j'aimais beaucoup ton approche. C'est simple, tu invites les gens à Ne me oser. sauce pas trop, Non, je te attention. sauce pas, je te présente, je te présente Ah, et allez, derrière, tu parles d'entrepreneuriat. Tu étais, ouais, à fond dans enfin, tu es toujours, j'invite vraiment, justement à écouter tes épisodes pour qu'on voie, plus que jamais. exactement dans la tête d'un CEO où, justement tu interroges des entrepreneurs, où tu partages aussi, ce qui se passe dans ta tête, de CEO. La raison du podcast et la raison de son nom, c'est qu'en réalité, tu vois, chez les entrepreneurs, tu as toujours un petit moment où, tu sais, c'est un peu la journée du héros quand, tu as une vie tout à fait normale et puis à un moment donné, il y a un truc, il y a un déclic qui se passe et qui fait que tu Mmh. bascules un petit peu, de l'autre côté. Ce serait super intéressant d'avoir, un petit peu, déjà toi, des informations sur ton switch. Comment est-ce qu'il est arrivé? Comment est-ce que tu as basculé, du côté, de l'entrepreneuriat? Donc déjà, j'ai été longtemps perdu professionnellement, très perdu et quand je dis perdu, c'est vraiment se dire: «Qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts?» et cette question m'a angoissé et ce, très, très jeune. Je savais qu'il y avait le bac et je savais pas quoi faire après et donc du coup, école d'ingé parce que le daron a fait ingé, donc ça, c'était au Canada. Au bout d'1 an, je bifurque et j'ai fait business parce que tout le monde faisait business. Je me suis dit: «Je vais faire les maths en business, c'est bien, donc on va faire un peu de finance». J'ai pas forcément aimé. Par contre, j'ai découvert les startups un peu par hasard. J'avais mon coloc qui avait monté une boîte quand on était aux études. J'ai ma sœur qui a bossé chez Google, donc mine de rien, je pense que ça gravitait autour et je pense que le switch, si je t'en parle réellement, c'est de me dire que tout ce que la société, mes parents compris, hein, mais l'éducation que j'ai eue, de ce qu'on m'a vendu, donc c'est-à-dire toute ma vie, je me suis dit: «OK, il faut que je fasse des décisions qui vont me permettre d'aller accéder au job» et très vite, je me suis rendu compte, non pas qu'il me plaît, mais qui me fait le moins chier. Tout ça pour dire que ça a été très progressif, que j'ai eu l'opportunité de reprendre ce podcast, au début du covid. J'étais en stage en fonds d'investissement. Donc là, je commençais à mieux aiguiller mon choix. Je captais que, putain, j'allais être payé, pas hyper bien, hein, tu sais 1 000-1 200, mais par contre, et j'ai galéré à rentrer en fonds d'investissement, mais par contre, j'allais être payé à rencontrer des entrepreneurs et en plus, tu as ce pouvoir de dire, et c'est horrible, hein, tu es un gosse, tu es encore en sortie d'école et tu vas dire à des gens qui bossent sur des projets: non, ça rentre pas dans nos critères. Ah oui, ta boîte, elle a l'air très, très bien». Donc c'était un peu ce truc-là et moi, je me rendais compte à quel point 99 des gens à qui je disais non, et je sais pas, j'ai envie d'échanger avec eux, j'apprenais et puis en fait, je pense que sans m'en rendre compte, ça m'a imprégné. Il y a eu le podcast, j'ai demandé à le reprendre. Je la fais très courte, j'ai vu un post, le gars avait plusieurs podcasts, il y en a un qui a repris dans la tête d'un VC. Je me suis dit: «OK, je vais faire dans la tête d'un CEO». J'ai demandé, je me suis dit: «Peut-être ça va pas le faire». Ça a pris plusieurs mois. Je savais pas, j'écoutais même pas vraiment de podcast et tout ça, c'était pour, être compétitif dans l'écosystème VC.
donc venture capital parce que tu es en compétition avec les meilleures écoles et qu'il fallait que je me démarque un petit peu, donc je pense que le podcast est un bon move et au final, il me l'a refilé pendant 2 ans, trois ans, j'ai fait un podcast toutes les 2 semaines en vie mais vraiment genre, j'avais un micro pour 2, il y avait pas de vidéo, enfin tu sais, j'allais voir les gens. Juste, je pense que très tôt, vu que je venais du VC, je voulais aller chercher des belles boîtes et il y a des gens qui m'ont fait confiance. À l'époque, il y avait très peu de podcasts quand même, je pense. Je dis à l'époque, mais moi j'ai l'impression que c'était hier, hein, que j'ai commencé et puis ensuite, c'est ce moment-là où je commence à réellement rentrer en dépression, je pense et putain, le podcast, il me fait grave plaisir, mais toute la partie autour me saoule et à côté, j'ai un job et ça se passe pas bien, j'aime pas et il y a vraiment ce truc de en gros, dans ma vie pro, je suis en mode: «Putain, c'est ça la life», genre même, c'est bosser avec des gens, c'est essayer en fait, je sais pas, mon succès dépendait de l'appréciation de certaines personnes et je sais que, j'ai mon caractère, maintenant je le sais, on va dire que je l'assume et du coup, j'arrivais pas à m'exprimer même de manière je savais pas que j'étais un créatif, par exemple et en parallèle, le soir, je faisais ce podcast où j'avais l'opportunité de parler avec des gens qui sont que des marques que enfin, même mes parents connaissent, donc au bout d'un moment, c'est hyper gratifiant. Je sais pas comment dire, je voulais juste que ça se passe bien, même les stats, je m'en foutais, je voulais juste que ça aille bien et en fait, les gens qui t'impressionnent à la base, à la fin d'une heure, te renvoient un petit peu de valeur et c'est très important parce qu'en parallèle, en perso, ça allait mal. Et le podcast, lorsque j'enregistrais, c'est un peu les seuls moments où je voyais ma valeur et j'ai commencé à me faire un nom sans m'en rendre compte. Les gens m'ont parlé du podcast dans ce petit microcosme des startups, à Paris. Un petit peu de pression, mais très vite, j'ai capté que, je sais pas, que je kiffais juste avoir une conversation comme on est en train d'avoir là. Au même moment, j'ai commencé à faire du stand-up et cetera. J'essaie de me dire, c'est en fait, il y a un truc dans mon cerveau qui s'est dit, «C'est impossible que la vie que je vois là, qu'elle soit pro comme perso en plus, ce soit, la vie, sur les 50, 60 prochaines années» et tout ça pour dire que je pense vraiment maintenant je l'intellectualise. Sans l'avoir intellectualisé, j'ai fait plein de petites actions en me disant, en allant chercher de la valeur dans des petits trucs, en même reprenant un podcast, il y avait pas beaucoup de podcasts. C'était un pari, hein, ce que je veux raconter, c'est que moi j'ai flippé mes premiers podcasts. Mais en même temps, il y avait aucun intérêt d'aller interviewer. J'ai des bons potes ou même j'étais en fonds d'investissement, j'aurais pu aller chercher les boîtes du portfolio, mais il y avait ce challenge, ce truc d'aller chercher des gens qui de base devraient pas me répondre et tu des mails, ils commencent à te répondre et en fait, au fur et à mesure, je l'ai jamais intellectualisé, mais si X me répond, il y a aucune raison que Y me réponde pas. Puis demain, je pense à Z et il y a 2 ans, j'y aurais pas pensé. Et puis là, je me dis: «Vas-y, on essaye». Si tu as Gad Elmaleh, il y a aucune raison que Xavier Niel, il te réponde pas, en toute franchise et d'ailleurs, il répond. Mais le switch est progressif, c'est ça que je veux dire. Je l'ai pas Ouais. intellectualisé, je m'en suis pas rendu compte, c'est par l'action et aujourd'hui que je m'en rends compte, je suis en mode: «Putain, mais je veux aller chercher 10 fois plus que ce que je fais sur d'autres critères, mais du coup, il y a un peu ce truc de sky is the limit parce qu'en fait, j'ai un peu rebattu toutes les idées préconçues que j'avais, de aussi devoir tu sais, exploiter le diplôme que j'ai enfin réussi à avoir et que je rembourse encore aujourd'hui et qui me sert strictement à rien, mais passons. Et quand je dis à rien, c'est que il m'a juste permis de pouvoir accéder à des stages qu'avant on me calculait même pas. Donc j'ai fait les decks. Aujourd'hui, c'était en mode: «OK, on regarde ton CV». Même ça, j'ai quand même galéré face à des gens de HEC et tout. J'ai grave vu que c'était hyper compliqué. Je l'ai juste pas accepté, en fait, je pense. C'est juste ça. Au fur et à mesure, je me suis dit: «OK, on va essayer de prouver sa valeur d'une autre manière», mais encore une fois, sans l'intellectualiser. Tu partages avec nous, c'est justement que le switch, tu en as pas qu'un, tu en as plusieurs et ça, c'est un petit peu ce qu'on voit, tu vois? Tu parlais, d'idées préconçues et je veux tellement revenir dessus. On a souvent, l'impression qu'il y a un moment donné, pouf, tu sais, il y a comme une sorte de truc qui se passe et tu bascules tout de suite dans l'autre monde. Non, non, ça se fait, progressivement parce qu'il y a tout un écosystème dont tu parlais, tout un environnement, les parents, l'école, les attentes, que tu peux avoir envers toi-même ou que les autres ont, vis-à-vis de toi et du coup, tu vois, quand tu parlais, du fait d'avoir, pu, rebattre un petit peu tes idées préconçues, c'était quoi les idées que tu avais qui étaient préconçues? Je sais pas comment dire, il y a un chemin pour être riche. Moi, je veux être riche. J'ai pas été riche, mes parents étaient bien. Je pense pour vivre à Paris, alors oui, j'ai grandi, il y avait c'était on va dire des HLM ou des logements sociaux, mais enfin avec vue sur la tour Eiffel, donc tout est relatif. Hem, mais ouais, non, j'ai grandi au cœur de Paris, à quelques mètres de la tour Eiffel. J'ai grandi, vu que c'était des logements sociaux avec tout un
je sais pas comment dire, une sorte de melting pot. On avait l'école militaire, mais on avait aussi, bah, plein de personnes comme nous, immigrés, qui vivaient dans ces logements. Pour autant, dedans, il y avait aussi différentes classes sociales, mais on était tous mélangés à l'école, publique aussi. Et ce que je veux te dire, c'est que, je me rends compte qu'il y a eu toute ma vie un rapport un peu anxiogène à l'idée de me dire: «OK, moi je veux faire des thunes, genre c'est sûr et certain, mais comment?» Et j'ai bien vu qu'à l'école, je sais pas, en plus on te le dit, tu vois, quand tu es jeune: «Ouais, à l'école c'est pas tout». Ouais, on te dit: «C'est pas tout», mais à cette heure-ci, je vais être jugé là-dessus pendant 15 piges, tu vois? Donc genre, c'est C'est quand clair. même important, si tu es mauvais, c'est dommage. Tu en tout cas, tu chopes pas toutes les cartes et c'était ça, c'était de choper toutes les cartes en ma possession pour que le jour J, je me dise: «OK, qu'est-ce que je veux faire?» ou que petit à petit j'y arrive. Et en vrai, je me rends compte un truc tout con, c'est que la voie que je voyais, c'était la seule voie, c'était la voie du CDI. Et déjà, on va mettre les termes. Quelle idole de jeunesse est en CDI? C'est la deuxième pensée, c'est qui est très riche, hein, je te parle, hein, en étant en CDI. Et la troisième, c'est qui a été en CDI? Je pense d'ailleurs, hein, c'est drôle, hein, je connais plein de gens qui ont pas le bac, qui ont même pas le brevet et tu sais, qui ont réussi à créer des boîtes. Et à l'inverse, on est beaucoup de fils d'immigrés. Alors moi, mes parents ont fait de très bonnes études, mais il y en a qui viennent de milieux sociaux ou, tu vois, éducatifs et culturels, un peu plus, modestes. Et beaucoup d'entre eux arrivent à des postes d'ingé ou dans la finance. Je te dis ça, je suis marocain, moi je le vois, on a beaucoup d'entre eux. Et pour autant, je pense que ils étaient dans l'entrepreneuriat, ils gagneraient beaucoup plus. Mais eux, ils ont eu ce rapport donc je te décris qui est Ouais. anxiogène, je pense, et qui est de se dire: «OK, comment je mets toutes les cartes de mon côté?» Quand tu as ton switch, je trouve que ça veut pas dire que tu es heureux forcément du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton quotidien et tes référentiels ont évolué, mais tu es toujours la même personne. Les idées préconçues, pour terminer, c'était vraiment de se dire, «Je vais gravir les échelons, je vais accéder à un job qui va me permettre de gagner de l'argent». Donc les études, c'était mon switch, moi je croyais. C'est genre à ce moment-là où tu permets déjà en sortie de bac de devoir accéder à des grandes études. Moi, j'avais aucune idée de ce que je devais faire. Donc solution magique, partir à l'étranger. Ensuite, je pense que tout ça, ça continue jusqu'à donc faut comprendre, hein, 5 ans au Canada, mais tu reviens avec l'équivalent d'un en gros un bac+3. Tu fais une année de césure et tu repars pour 3 ans de master parce qu'on t'a dit que le master grande école, c'est mieux que le master spécialisé. Quelle connerie ça! En gros, 1 an et tu payes 20 000 balles, bah, HEC, Ouais. master spécialisé ou Mmh. alors master grande école, c'est genre tu rejoins ceux qui ont fait prépa. La voie élitiste. Et en fait, ce que Ah je veux OK. dire, c'est que quand je parlais de richesse, par exemple, les plus riches à HEC et cetera là, c'est des entrepreneurs. C'est pas des gens qui ont fait une belle carrière en CDI. Donc voilà les idées préconçues. Je pars du principe qu'avec le mode que je voulais dans ma tête, le mode de vie que je voulais, c'était 90 de chance, ça, et sans m'en rendre compte, c'est le switch qui s'est passé. C'est on a planté cette graine de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, je vois un champ des possibles, mais qui est genre quand je te dis qui est immense, je voudrais créer des émissions, heu et je viens pas du tout de ce milieu-là. Là, j'exploite plus mon diplôme. Mais en fait, aujourd'hui, je suis à l'aise avec l'idée de me dire que même là, en janvier, je sais pas exactement ce qui va se passer. Je sais que je vais enregistrer plein de podcasts. Comme ça, après, je peux me concentrer sur d'autres projets. Beh, tu donnes aussi vachement de pistes, en fait. Moi, j'aime beaucoup l'idée de qui est-ce qui te fait rêver qui est en CDI, tu vois? Parce que c'est vrai que, tu vois, là, on a eu, je pense une évolution aussi de la société qui fait que ça nous impacte comme ça, de se dire: «Bon, bah, là, en fait, on n'est plus de la génération où, un CDI, c'était un peu, la base du «succès» entre guillemets» et en fait, Ah, je sais pas, quand tu parles de génération, moi, je trouve qu'il y en a quand même plein qui m'entourent qui le sont, hein. Qui ne je Et c'est un mindset pour moi, là, ce que je viens de te dire. J'ai beau t'en parler, tant que tu l'as pas expérimenté, tant que tu as pas fait des jobs où tu te dis: «OK, je pourrais gagner d'ici, 5 ans, 10 ans, même 200 K», tu vois? mmh, Je vois ce qu'est mon quotidien, je mmh, vois la posture que je dois avoir versus ce que je mmh, crée réellement, je vois comment j'accède à ça. Moi, je sais que la majorité des gens qui m'entourent veulent ça, tu vois? Et ouais m'insulteraient, d'insulter un job à 200K, et ils ont raison. Mais c'est et juste oui, que en moi, effet. je pense que tu peux trouver du bonheur dans le travail, ce qui est pas pareil. C'est ça, c'est là où j'allais avec le fait que ça te permet de te révéler. Enfin, on a quand même beaucoup d'écosystèmes de start-up, on a beaucoup de tu vois, il y a quelque chose qui est quand même un peu démocratisé, à ce De niveau-là. ouf!
Et c'est par pour ça que je rapport à il dis, y a 10 ans. tu vois? C'est là où je te dis, je pense qu'il y a quand même un petit move qui s'est Mais passé, tu vois? 88 de la société active est en CDI, Bien sûr, est salariée. Et ouais. salarié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai déjà eu des questions, on a eu des débats houleux qui sont en fait des peurs qu'on m'a renvoyées où je me suis dit: «Putain, c'est vrai qu'ils ont raison, mais fait chier». Bah, moi, je cotise pas pour la retraite aujourd'hui. Mmh. Je ne comprends pas et c'est juste la société qui est faite comme ça. Mais je comprends pas qu'on nous dise en gros, ce qu'on nous renvoie, moi, je pareil, en France, on gère pas notre retraite. Enfin, aux US, je crois que tu peux l'investir, et cetera. Ouais. Pareil, il y a pas de sécurité sociale, mais du coup, ils sont mieux payés. Mais bon, je trouve que c'est bien ça nous déresponsabilise. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi de se Ouais, non. dire, je sais pas, tu es, quelqu'un dans ta vie, faut pas que tu aies cramé tout ton argent parce qu'un jour tu vas plus bosser et puis c'est aussi une manière de te remercier. Mais moi je suis en mode, j'aime bien dire ça et ça m'auto-rassure: «Frère, je serais déjà riche avant». Enfin, j'espère. Si je suis vivant! Déjà, il y a un truc, moi, qui m'interpelle, c'est genre ton moteur premier c'était la thune, en fait. Bah oui, attends, non mais oui et je me rends compte pas du tout que je suis dans des pauvres, hein, mais j'ai vécu dans de la frustration, moi, c'est comme ça que je le ressens, ça veut pas dire du tout que c'est de la faute de mes parents, tu vois? Mais moi, Non, en tout cas, je carrément l'ai pas. ressenti, j'ai côtoyé des très riches aussi, très jeunes. Mon référentiel de richesse était pas du tout celui de même la France au global. Le fait d'être issu de l'immigration, est-ce que tu fais un lien, justement, entre les 2 Moi, ou elle est bizarre mon histoire. Elle est ouais? bizarre, en France, on est bien, mais au Maroc, on est, très riche et quand je dis «on», c'est pas nous, tu vois? C'est juste la famille, je vois, enfin, tous mes oncles et tantes, c'est des belles baraques, des pistoches. Toi, tu arrives enfin, tu vois, il y a du personnel. Moi, à l'année, je débarrasse et l'été, quand on est au Maroc, et que c'est mes grands-parents, tu sais, ils font: «Non, touche pas». Je crois que j'ai grandi dans cette idée que, le le cadre de vie que mes parents, auraient pu avoir au Maroc, comme si c'était un référentiel que je voyais qui avait ça en France. En fait, nous, on était décalés, tu vois? Et pourtant en France, on était bien, hein et mes parents, ils ont très bien géré, et j'ai voyagé, j'ai toujours eu tout ce que je voulais et ensuite par rapport à mon statut de fils d'immigré, il a été retranscrit par mes parents. Hem, ils en tout cas, ils ont eu un discours que moi je n'aime pas, mais en vrai, quoi qu'il arrive, le discours, tu vas biaiser dans l'éducation. Est-ce que tu dois dire, «Tout est possible mon enfant», tu vois? Tu parles pas du racisme, on va dire et un jour il est confronté et il capte pas. Ou alors à l'inverse, et moi c'est ce que mes parents ont fait, c'est plus un discours de tu devras en faire plus devoir en faire plus que les autres, tu vois? Moi, j'ai jamais accepté ça. C'est genre: «Frère, on démarre tous sur la ligne, de départ et on se débrouille», tu vois? Mais il y a aucun moment où pour moi tu vas avoir moins de chance que d'autres personnes et en vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais pour plein de choses. Le physique joue énormément, ton éloquence joue énormément. Donc rapport bizarre à l'argent, immigration, je m'en suis rendu compte à mes 27 ans, pas avant. Je me suis même jamais dit, par exemple, dans tout ce dont on parle, 27 ans, j'ai arrêté de faire des stages, j'en ai 30, donc j'étais déjà sur le podcast. Je me suis jamais dit que mes candidatures ne sont pas passées pour mon nom ou ma gueule. Je me suis toujours dit que c'était, bah, mon diplôme et après c'est moi, tu vois? Moi, je me suis considéré blanc caucasien, donc ce que mon pote Jean-Baptiste, il voulait faire, moi, je voulais faire la même chose. C'est dans Ouais. cette idée-là que me suis construit. Et du coup, tu parlais quand même d'un point qui est que je trouve super important, qui est le fait de créer de la valeur. Et tu parlais justement de cette valeur que tu avais quand, tu faisais quand tu as commencé ton podcast et qui t'est renvoyé par les autres. Sur tous les épisodes que tu as faits, sur toutes les rencontres que tu as faites et que ce soit podcast ou hors podcast, hein, parce que, je pense que, OK. de façon générale, même en bossant pour les VC et cetera, tu as pu échanger avec énormément de gens. Heu, quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué et pourquoi? Je pourrais parler de Gad Elmaleh parce que, bah, ah ouais, tout ce que je t'ai raconté sur le Maroc, Gad, c'était notre zizou, tu vois? C'était notre zizou qui était en France validé de ouf, mais qui était marocain. Donc pour moi, c'était, une fierté. Le jour où il m'a dit oui et c'était bon après 1 an et demi, c'est le moment où il m'a dit oui et où j'ai su et j'ai eu le manager et on a fixé la date, qui était plus fort que le moment où on a fait le podcast. Le moment où on a fait le podcast, j'étais en mode: «Ah, je veux pas être trop fan». C'était sûr que j'allais être fan, mais je voulais quand même poser des vraies questions
Si, enfin, quand on me pose la question, ça me fait chier, c'est pas du tout, le podcast le plus qualitatif, d'un point de vue audio, mais une rencontre que j'ai adorée et je pense qui m'a permis de voir le monde aussi un peu autrement. C'est avec, Quentin Sagnier de Genesis et Dévialet. Donc je suis allé enregistrer chez eux et son fils est sorti et je crois il avait mon âge et c'était leur dernier fils, tu vois? Il a 3 enfants, je crois. Hem Et le podcast, je sais pas comment dire, mais il y a eu plein de punchlines. Une des punchlines, peut-être elle est remixée, mais il me dit: «Mais, moi je savais rien faire, c'est pour ça que je suis entrepreneur». Genre en gros, je suis juste, je suis entre guillemets «un scam», mais par contre je suis allé me débrouiller, j'ai ramené des gens et j'ai, comme ça peut-être créé de la valeur. Enfin, c'est sûrement comme ça. Mais je te dis juste en mode, c'est une rencontre qui m'a fait du bien aujourd'hui, sur le Switch, sur, qu'est-ce qui est possible dans la vie. Il y a aucune raison que demain je fasse pas l'Olympia, par exemple. C'est pas si gros, c'est juste une salle mythique, tu vois? Mais et quand je te dis: «Il y a aucune raison», c'est qu'il y a des gens qui ont déjà loué l'Olympia et qui ensuite ont géré la billetterie et cetera, donc tu peux, tu vois? J'ai beaucoup eu de blocage parce que Gad, à la fin, je lui ai demandé de pouvoir, faire sa première partie, il m'a dit: «OK» et du coup, là, c'était il y a 3 mois et bon, je bosse sur du stand-up, mais je suis pas encore remonté sur scène et en vrai, ça sert à rien d'en parler si tu montes pas sur scène et je me souviens que je prenais quand même du plaisir, beaucoup de plaisir, parce que j'en ai fait il y a en gros, il y a 1 an et demi. Un mec comme ça, c'est aussi enfin comme moi, qui vient et qui peut monter sur scène, c'est aussi quelqu'un qui a pas du tout confiance en lui, tu vois? Et ça, les gens le voient pas forcément. Tu as parlé de ton podcast en disant que c'était aussi pour, savoir, si l'entrepreneuriat était fait pour tout le monde. Je sais pas, mais je trouve ça dommage de pas mettre cette solution à beaucoup de mots, qui peuvent être même perso, ou à l'inverse, à une réponse sur la quête de bonheur, parce que je pense que ça peut passer dedans, à se sentir utile par la soci pour la société, pardon, et être valorisé par eux. Hem, voilà, je trouve que c'est une hérésie que de ne pas, juste rendre visible cette solution. Mais ça veut pas dire que derrière tout le monde est heureux et je pense d'ailleurs que les plus grands artistes, tu me parles d'un switch, mais moi je parle d'un trauma, tu vois? Il y a des Il y choses a qui beaucoup restent de ancrées en toi et qui déclenchent des choses derrière. c'est comme, les plus grands comiques, souvent c'est des clowns tristes, tu sais? Les personnes Et qui, oui, bien sûr, des grands dépressifs, des et du coup pour finir, si tu avais un mantra, ce serait lequel? bah, moi j'ai une phrase qui guide, mes projets aujourd'hui parce que c'est ce dans quoi je veux voir de la valeur. Mais déjà la phrase c'est: «Just to see the next generation, better than ours», Kendrick Lamar. Pour moi, c'est une musique de fin de carrière, de fin de tout et c'est expliquer, en gros que, bah, quel est ton but? Quel est ton why? Quelle est ta mission? Mon business va s'articuler autour de, bah, ça restera du média, tu vois? Mais ça reste de la création de contenu pour rendre visible de manière plus globale, non pas l'entrepreneuriat, mais les rêveurs. Kerry James dit: «C'est un crime contre notre avenir que la France commet». Et c'est ce rapport-là que moi j'ai jamais voulu aimer, c'est, quand tu passes un entretien d'embauche, c'est un employeur qui t'offre l'opportunité de rejoindre une équipe, de trouver un emploi, de trouver on parle même de sécurité. Quand on parle de sécurité, on est anxiogène. Maintenant, si demain je te dis, on est en train de utiliser comme quelques-uns, on en parle quand on dit: «Tu as fait Polytechnique ou HEC, on vient te chercher sur le campus», bah, là, c'est la même chose. C'est de te dire: «Ah, tu es une pépite, tu es un asset, tu es un actif incroyable pour ma boîte, je connais ta valeur, tiens, je te paye tant». Mais les gars, si c'est le cas, c'est que vous pourriez faire 10 fois plus à votre compte, en fait. Alors non, c'est pas fait pour tout le monde. Mais le message, c'est quand même de dire, putain, il est temps que, les gens comprennent qu'en fait, le monde, c'est pas juste essayer de rentrer sur l'autoroute quoi et de se faire sa petite place, mais c'est juste d'améliorer aussi l'autoroute, de faire en sorte que le truc soit meilleur pour les gens actuels et ceux d'après. Mais Kerry James, pour le coup, en termes de référence, il promeut l'entrepreneuriat à mort, hein, Ouais, avec, mais il est associé à Dia du et social c'est vrai. Mais, et en moi, tout ce qui cas, m'emmerde, c'est ça. Je ferai ouais, jamais une boîte, qui cible que les banlieues parce qu'à chaque fois, on le ouais, regardera sous un prisme de banlieue et moi, je veux montrer qu'en fait, on s'en fout de ta couleur ou quoi bien sûr. et il y aura jamais de politique ou de religion parce que qu'est-ce qui se passe si j'impacte positivement quelqu'un et qu'il vote FN ou RN, whatever? Genre, moi, au fond de moi, ça me fera du mal. Donc mais je préfère rassembler plutôt que, diviser. C'est engageant, c'est inspirant. J'invite vraiment les personnes qui ne te connaissent pas, encore, à venir écouter ton podcast et à te suivre. Merci, Et je te merci. remercie vraiment pour le temps que tu as bien voulu partager avec moi aujourd'hui Merci à et du toi. coup, je te laisse, sur cette note.
Merci pour l'accueil, merci pour le podcast et si vous avez des questions, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas, avec plaisir pour répondre. Je terminerai juste sur une note, c'est pas noir ou blanc, donc l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et ça veut pas dire qu'on doit aller chercher ça, mais je dis juste ça peut être la solution pour certaines personnes. Sur ce, peace out. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.